dédié au plan de relance et notamment sur les premières mesures fédérales. Nous avons 3 intervenants pour ce webinaire, donc le président de la fédération, Gilles Herbe. Nous avons le trésorier général de la fédération, Adrien Dodu, et Bruno Belay, vice-président délégué en charge de la vie fédérale et responsable du plan de relance dans le cadre de la crise sanitaire. Au niveau de cette réunion, nous aurons 3 temps. Un premier temps sur le modèle économique fédéral. On aura un deuxième temps sur les premières mesures d'urgence votées par le Conseil fédéral et un troisième temps sur les aides de l'État et ce que la fédération a mené auprès des structures déconcentrées. Vous avez au niveau de ce webinaire la possibilité de poser des questions via l'onglet QR questions-réponses et les questions seront traitées à la fin de chaque séquence. Bien sûr, on vous demande d'avoir des questions plutôt bienveillantes pour pouvoir les faire remonter. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et je laisse le mot d'accueil à Gilles. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois avec satisfaction, en tout cas, que ce webinaire répond à une forte attente puisque vous êtes nombreux à être inscrits et je vois nombreux à être déjà connectés puisque au moment où je vous parle, vous êtes 86 à être connectés. Donc, on voit que la thématique répond à une attente. Cette initiative de webinaire s'inscrit dans notre volonté de dialogue avec les territoires, bien sûr, donc les ligues, les comités, les clubs, mais aussi les licenciés. Et donc, je crois que c'est ici, je dirais, une vraie ouverture de la fédération vers ses principaux acteurs. Vous le savez, la gestion de la crise sanitaire est notre priorité. Elle perdure et nous devons aujourd'hui, et depuis que nous sommes élus, faire face à cette crise sanitaire. Nous nous sommes très largement mobilisés pour gérer cette crise et pour, je dirais, nous adapter à l'évolution de la situation. Donc, depuis plusieurs mois, nous travaillons beaucoup en multipliant les réunions, les conversations avec les territoires notamment. Nous avons mis en place un plan d'urgence qui était destiné plutôt à apporter une première aide s'agissant de la saison 2020-2021, et notamment pour aider les clubs les plus en difficulté et prendre les mesures, bien sûr, par rapport aux compétitions. Et puis, nous sommes actuellement en train de travailler sur ce fameux plan de relance pour la saison 2021-2022. Plan de relance pour lequel nous souhaitons porter nos efforts pour accompagner les clubs à retrouver au plus vite leurs bénévoles, bien sûr, mais aussi leurs licenciés, mais aussi leur capacité à attirer de nouveaux publics. Et c'est donc une relance par l'offre que nous souhaitons faire parce que nous pensons que l'argent que nous investirons dans ce plan de relance doit être structurant. Alors, bien entendu, nous traversons une crise qui impacte fortement tous les échelons de la fédération, donc je crois que c'est important de le souligner. Ça impacte bien sûr le licencié, mais ça impacte les clubs, les comités, les ligues et la fédération. Et parce que ça impacte tous les échelons, ça nécessite que nous ayons une vision d'ensemble et que nous soyons capables
d'agir avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de solidarité, en mesurant bien l'investissement que nous ferons pour ne pas mettre en péril aucun des étages de notre fédération. L'actualité, pour nous, c'est quoi? Actuellement, nous avons organisé ce fameux Grenelle dont vous avez entendu parler le week-end dernier. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était euh, de présenter finalement l'état d'esprit dans lequel nous sommes et puis de faire des propositions avec des mesures soutenables financièrement pour relancer l'activité dès que possible, c'est-à-dire sans doute, ou en tout cas on l'espère, au début de l'été et pendant l'été, jusqu'à évidemment jusqu'au mois de septembre. Nous avons voulu évidemment questionner les comités, les ligues, pour nous aider à prioriser les actions, pour nous aider aussi à imaginer de nouvelles actions et au final, une offre qui soit la plus attractive possible pour les licenciés et les pratiquants. Nous sommes encore dans une situation incertaine et il faut le rappeler. Et rien n'exclut que demain, nous imaginerons encore d'autres dispositifs. Pourquoi nous sommes dans une situation qui est encore aujourd'hui incertaine? D'abord parce que on ne sait pas encore exactement quand on va pouvoir reprendre l'activité. Vous le savez tous, les variants se multiplient. Nous espérons évidemment que nous pourrons reprendre à la mi-mai ou en juin en tout cas. Le ministère nous fait savoir que sans doute ce sera une reprise progressive de l'activité. J'espère qu'on pourra le faire avant l'été. Et puis, autre incertitude, aujourd'hui, nous ne connaissons pas avec précision les aides de l'État, la hauteur des aides de l'État. Et bien sûr, la hauteur des aides de l'État pourrait conditionner évidemment une évolution de notre dispositif de relance. Voilà, en quelques mots de présentation, la situation. J'aimerais, avant de vous laisser entre les mains de nos intervenants, remercier Bruno Bellet, particulièrement parce qu'il gère tout ce plan de gestion de la crise, à la fois le plan d'urgence et le plan de relance. Donc, ce n'est pas une mince affaire et je le remercie de son engagement. Je voudrais remercier aussi Adrien Dodu parce qu'en tant que trésorier, bien sûr, il est en première ligne et c'est un acteur incontournable. Et aujourd'hui, il prend son temps, bien sûr, pour aller répondre à vos questions. Je voudrais aussi remercier Sébastien Huret qui nous rejoint pour animer ce webinaire et pour qu'il soit bien tenu, qu'on puisse répondre à vos questions et puis qu'on puisse tenir aussi un timing qui est soutenable pour tous. Et puis, je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont en back-office et je pense particulièrement à Sandrine Raleigh-Risson qui assure la maintenance technique, je dirais, de ce webinaire. Au-delà, vous savez, construire un webinaire, c'est aussi impliquer les salariés du siège et c'est important de le dire parce qu'ils sont là en support, en tout cas, des activités fédérales. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère qu'elle sera riche d'enseignements, qu'elle sera positive et pour vous, auditrices et auditeurs, et pour nous, fédération, parce qu'évidemment, on sera attentif à vos questions et à vos retours. On souhaite être connectés, je dirais, le plus possible au terrain. Nous sommes nous-mêmes du terrain, je le rappelle. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous enjoins en tout cas de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Rien n'est encore définitif et réglé avec cette crise sanitaire.
Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous ce soir. Merci Gilles pour ce petit mot d'accueil. Je vais passer donc la parole à Adrien sur le modèle économique fédéral. Juste pour vous rappeler, quand un licencié adhère à un club, donc là, j'ai pris un exemple à 140 euros. Donc, quand le licencié fait un chèque de 140 euros à son club, et ben en fait, il y a 4 interlocuteurs différents. Vous avez le club qui va garder 68,15 €. Vous avez la fédération qui va percevoir 22,15 €. La ligue, alors j'ai pris une ligue au hasard, mais ce sont bien des chiffres réels, 26 €. Et le comité qui va prendre 23,70 €. Donc là, j'ai pris une licence traditionnelle pour les vétérans. Ça, déjà, le premier constat, c'est que c'est 4 interlocuteurs différents. Différents de par le fonctionnement, par les services proposés, et juridiquement indépendants. Même si, parce qu'on est une fédération délégataire, les ligues et les comités sont sous l'autorité, entre guillemets, de la fédération, puisque ce sont des instances régionales ou départementales de la fédération qui ont pour mission de mettre en œuvre le projet fédéral. Et le club, lui, va garder une quote-part, donc en l'occurrence, dans l'exemple ci-dessous, 68,15 €, ce qui va lui permettre de faire fonctionner l'association. Donc, ça peut être la prise en charge des championnats par équipe, des engagements du championnat par équipe, le crédit fédéral, ça va être aussi les salariés s'il y en a, les frais de déplacement, etc., etc. Donc, il y a tout cet argent-là pour vivre quelque part. Pour votre information, la fédération, c'est plus de 3000 clubs, c'est 102 comités départementaux et 21 ligues. Au niveau de la fédération, et pour ne parler que d'elle pour le moment, la fédération, c'est un budget de 5,3 millions d'euros. Donc là, c'est les chiffres de 2019. Pourquoi 2019? Parce que 2019, c'est la dernière année sans l'impact du Covid. Si j'avais pris les chiffres 2020, les chiffres 2020 n'auraient pas été révélateurs de l'activité puisqu'il y aurait eu l'impact de la crise sanitaire. Donc en 2019, les charges, c'est 5,3 millions. Les 5,3 millions, comme vous pouvez le constater, c'est 1,5 million d'euros pour les salaires, tous les salariés d'un certain nombre d'entraîneurs, tous les salariés des personnels administratifs du siège, la communication, la comptabilité, la gestion sportive, etc., etc. On trouve ensuite 1,6 million de frais de déplacement. Les frais de déplacement dans une fédération, mais c'est les mêmes proportions dans un club, dans un comité ou dans une ligue, c'est le poste le plus important derrière parce qu'on est sur une activité de prestation de service. Les frais de déplacement, c'est un peu les frais de bouche dans un restaurant, c'est la farine du boulanger. Ensuite, on trouve quelques aides diverses, des achats et charges externes pour 1,2 million. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être assurance, location, équipement sportif, fourniture administrative, honoraires, etc., etc. Et ensuite, du divers pour 800 000 euros, c'est principalement tout ce qui va être dotations aux amortissements et d'autres charges diverses. Mais voilà. Mais vous voyez qu'avec 2 postes, les frais de déplacement et les salaires, on est déjà à plus de 3 100 000 euros et donc plus de 50% du budget. Pour financer tout ça, la fédération dispose de différentes ressources. Les ressources sont les suivantes. En 2019, on a 2 300 000 euros qui viennent des licences. Donc les licences, c'est que la quote-part fédérale. Vous vous souvenez, dans le schéma d'avant, c'était les 22,15 €. Donc que sa quote-part à elle. Donc là, ça fait 2 300 000. Ensuite, on a 241 000 euros d'affiliation. L'affiliation, c'est l'engagement que chaque club paye. Donc la quote-part fédérale, elle est à 75 €. Les engagements en compétition, critérium fédéral, championnat par équipe, championnat de France, etc. Et ensuite, 1 200 000 euros de l'État à travers des subventions, puisqu'on a une mission à remplir définie par le ministère des Sports. Les partenariats pour 340 000 euros et du divers pour 1,2 million. Le deuxième indicateur que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est la situation financière de la fédération. La fédération, donc là j'ai pris les chiffres au 31 décembre 2020, les plus récents, elle possède des immobilisations pour 2 800 000 euros, c'est entre autres un bâtiment. On lui doit 1 233 000 euros, c'est ce qu'on appelle les créances, ça veut dire que c'est l'argent qu'on lui doit à court terme. Ça va être par exemple les dettes,
des ligues et des comités, ça peut être aussi les subventions à recevoir, etc. Et elle a 2 129 000 en banque. A contrario, elle doit payer dans les tout prochains mois 2 155 000 euros. Donc, ce sont les dettes et produits constatés d'avance. Elle a un emprunt remboursé, donc là, sur une distance un peu plus, dans un peu plus long terme, pour 850 000 euros. Et elle a des réserves pour 2 700 000. C'est-à-dire que si demain, on devait liquider la fédération à sa valeur, il resterait 2 700 000. Ça peut vous sembler beaucoup, tout comme le montant en trésorerie, les 2 129 000, mais on va voir que ça ne l'est pas. Si je prends les 2 129 000 et que je paye mes dettes à court terme, donc les 2 155 000, et que j'encaisse les 1 233 000 qu'on me doit, à la fin, il me restera 1 207 000. 1 207 000 sur 6 millions de budget, ça fait 72 jours de trésorerie. Autrement dit, pour une ligue ou un comité qui a 100 000 euros de budget, ça lui fait 20 000 euros de trésorerie. Si on compare par rapport à vous et moi ou par rapport à un club, si le club a un budget de 18 000 euros, qui équivaut aux 6 millions de budget, dans ce cas-là, la trésorerie disponible de 1 207 000 équivaut à 3 621 euros. Donc pour 18 000 euros de budget, j'ai 3 621 euros d'avance. On voit bien que même si la somme peut paraître importante aux yeux de chacun, finalement, au regard de l'activité de la fédération, on est sur un montant qui est raisonnable. Partant de ce constat-là, on a essayé de travailler avec les ligues et les comités, donc les instances régionales et départementales, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour gérer la crise et relancer l'activité. On a fait un petit sondage pour savoir un peu ce que les ligues et les comités comptaient faire. Je vais vous le présenter très rapidement. À chaque fois, on a posé la question, qu'est-ce que vous comptez faire pour le championnat par équipe concernant les tarifs? Est-ce que vous comptez faire quelque chose ou pas? Pour les comités, en bleu, alors il y a eu un peu plus de 85 comités qui ont répondu et 20 ligues. Donc pour les comités, on en a plus de 60 qui vont faire quelque chose. On en a plus d'une dizaine qui ne vont rien faire. Et on en a environ un peu moins d'une dizaine qui ne savent pas encore. Pour la saison 2021-2022, il y en a environ 37-38 qui vont faire quelque chose, à peine une trentaine qui ne vont rien faire et une vingtaine qui ne savent pas encore. Pour les ligues, selon le schéma qui est là, on en a 13 qui vont faire quelque chose dès la saison 2020-2021 et on en a 5 qui font quelque chose pour la saison 2021-2022. On en a 7 qui ne feront rien ni pour la saison 2020-2021 ni pour la saison 2021-2022 et on en a 8 qui ne savent pas encore ce qu'elles vont faire. Pour le Critérium fédéral, on voit que les comités et les ligues vont faire quelque chose pour cette année, mais beaucoup moins certains pour la saison prochaine. Pour les tournois, donc là, ça ne porte que sur la saison prochaine, il y aura pour la plupart pas d'action particulière, puisqu'on voit que le non dans les deux cas, donc c'est la colonne du milieu à chaque fois, est plutôt majoritaire. Non ou je ne sais pas encore. Pour les mutations, très clairement, il n'y aura pas d'action particulière. Pour les affiliations, très clairement, il n'y aura pas d'action particulière pour la plupart. Et on arrive aux licences. Pour les licences promotionnelles, donc vous voyez que c'est relativement équilibré, que ce soit pour les comités ou pour les ligues. Beaucoup d'incertitudes, un je ne sais pas très présent dans les ligues pour la saison prochaine, mais aussi pour les comités. Un non présent est souvent équivalent au oui. Donc, les décisions partagées. On retrouve cette tendance pour les licences traditionnelles. On voit bien que pour les ligues ou les comités, il n'est pas du tout certain qu'ils feront quelque chose ou pas. Il y a encore de grosses incertitudes. Mais il y a des pistes de réflexion. Les objectifs, c'est quoi derrière? C'est de fidéliser les licenciés actuels et de recruter de nouveaux licenciés. Je rappelle juste que, pour mémoire, le tennis de table est une activité qui attire tous les ans un nombre de nouveaux licenciés significatif. On entend beaucoup parler actuellement d'une problématique qui revient assez souvent, entre autres sur les réseaux sociaux
mais aussi dans les échanges qu'on peut avoir avec les dirigeants de clubs, de ligues, de comités ou même les licenciés sur le terrain ou lors de différentes retrouvailles, que ce soit en présentiel avant et en distanciel maintenant, c'est la licence. La licence, c'est quoi? La licence, c'est déjà quelque chose qui est défini dans le code du sport. La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom, c'est le cas pour les ligues et les comités. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui y rapportent et selon des modalités fixées par ses statuts à son fonctionnement. Donc, c'est nullement lié à une prestation de service. C'est avant tout un acte d'adhésion à une fédération sportive, à sa discipline et à ses valeurs. Et ça me semble être une notion importante. Je rappelle, quand le licencié, l'adhérent, il paye au club et après, c'est réparti. Donc, la première question, c'est quand le licencié demande un remboursement, il demande le remboursement de quoi? Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement de savoir d'où provient l'argent, c'est combien il va récupérer à la fin. Juste pour vous faire une idée sur la fédération. La fédération actuellement, c'est environ en nombre 120 000 licenciés. Sur les 120 000 licenciés, c'est 80 000 licenciés tradis, 40 000 promos. Les licences tradis rapportent 1,6 million. Les licences promo, on est un peu plus de 200 000 euros. On est donc sur un total d'environ 1,8 million. Le prix moyen de la licence, 20 euros pour les tradis, 5 euros pour les promos, 15 euros en prix moyen. Ne sont inclus dans ces tarifs-là que la part de la fédération. Donc, si je reviens sur le schéma d'avant, c'est la part ici. Donc, uniquement la part fédération. On va faire une petite simulation. Imaginons que les trois instances qui représentent le système fédéral, donc l'échelon national à travers la fédération, l'échelon régional à travers la ligue et l'échelon départemental à travers le comité départemental, chacun des acteurs décide de rembourser 10 euros. Au total, ça coûtera 3 500 000 euros. Pour la Fédé, ça va coûter 1 594 000. Pour les ligues, le même montant. Et pour le comité, le même montant. Logique, puisque l'effort est partagé. Pour une ligue, ça coûtera en moyenne 56 000 euros. 56 000 euros, c'est plus d'un emploi. Pour les comités, ça coûtera en moyenne 11 000 euros, sachant que ça va de 10 euros à 66 000 euros pour un comité. 66 000 euros n'est pas loin de 2 emplois. Et ça va de 10 euros à 187 000 euros pour une ligue. 187 000 euros, je vous laisse faire le calcul, on n'est pas loin de 6 emplois. Maintenant qu'on a vu ça sur l'échelon fédéral, regardons ce que ça donne pour un club. 50% sur les 3000 et quelques, plus de 3000 clubs de la fédération, on a 2451 clubs qui ont moins de 50 licenciés. Ça veut dire que tout cela, donc 2500 clubs pratiquement sur les 3200, vont toucher entre 0 et 1500 euros. On a 555 clubs qui ont entre 50 et 100 licenciés, donc eux, ils vont toucher entre 1500 et 3000. Et on a 200 clubs qui ont plus de 100 licenciés, donc ils vont toucher entre 3000 et 3910 euros. En moyenne, un club de tennis de table a actuellement 38 licenciés. Donc en moyenne, chaque club, si jamais cette option-là est retenue, va recevoir 1141 euros. La médiane, c'est-à-dire que la moitié des clubs en France possèdent 27 licenciés ou moins. Donc eux, ils vont toucher, donc on a plus de 50% des clubs pour qui le montant pris en charge sera inférieur à 810 euros. Ce qui veut dire que pour rembourser 40 euros à un licencié, la fédération va dépenser 1 194 000 euros. Chacune des 21 ligues va dépenser 56 000 euros. Chacun
des 102 comités va dépenser 11 000 € en moyenne et chacun des clubs, donc des 3 000 et quelques clubs, si jamais ils s'associent sur le même montant, va dépenser 380 €. Donc, je vous laisse imaginer le coût, et le coût, vous l'avez très bien calculé. On était à plus de 3,5 millions juste pour les trois premiers étages, donc on rajoute encore 1,5 million. Donc, beaucoup d'argent pour rembourser à un licencié 40 €. Pourquoi cette mesure, elle est si partagée, si clivante? En fait, on a une grosse incertitude. Déjà, c'est difficile d'appréhender le nombre de licenciés qui demandent réellement le remboursement. Aujourd'hui, on n'a pas de stats ni quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelques-uns? Est-ce que c'est une très large majorité? Est-ce que c'est la totalité? Est-ce que c'est un quart, un tiers? On n'en sait rien. Il est bien évident que si vous faites un sondage, est-ce que vous voulez être remboursé de votre licence? Vous aurez 100% de réponses positives. Mais la question qu'il y a derrière, c'est si je rembourse quelque chose, combien vont quand même partir et combien vont rester? D'un autre côté, la question qu'il y a derrière, c'est si je ne rembourse pas, combien vont quand même rester et combien vont réellement partir pour ce motif-là? Autant de questions auxquelles personne n'a la réponse. Là, je vous ai juste remis les pourcentages de tout à l'heure. Fort de ce constat-là, on a été voir un petit peu ce qui se passait à l'extérieur. Donc, on a interrogé un certain nombre de fédérations. Vous l'avez là. Toutes les fédérations du haut ont répondu à un questionnaire à l'initiative de la fédération et de son président pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils comptaient faire. Première chose, il y en a plus de 92% sur les 13 réponses qui ne vont faire aucune gratuité partielle au total sur les licences 2021-2022. Il n'y en a qu'une qui fera quelque chose et on est sur un nombre de licenciés minime. Par contre, les mesures qui sont plutôt pressenties pour relancer l'activité, c'est l'action de communication, vous l'avez ici, un fonds de soutien au club que vous avez ici, des kits pédagogiques et après d'autres actions qui sont plutôt partagées. La question, une fois qu'on a dit qu'est-ce que les fédérations vont faire, c'est comment on le finance. Pour le financer, beaucoup prendront sur le fonds de réserve, sur les aides de l'État, qu'elles soient fonds de solidarité, etc. ou autres, mais également générant un déficit. Une fois qu'on a vu l'échelon départemental, régional et national, il faut qu'on voit aussi un petit peu l'impact que ça peut avoir sur le club et sur le licencié. Juste pour mémoire, quand on parle de ressources financières, j'aime à dire que la première ressource financière d'un club, c'est les bénévoles. Ce sont les dirigeants. Pour vous faire une idée, pour un club non employeur, il y a une étude qui a été faite par Chernonov, qui est une chercheuse au CNRS, c'est 1226 heures de bénévolat. Si je prends la valorisation à 17 € de l'heure, soit un peu plus du SMIC avec les charges patronales, les licenciés économisent 20 000 € grâce au travail des bénévoles. C'est-à-dire que s'il avait fallu payer les gens pour faire tout le travail des bénévoles dans un club non employeur, ça aurait coûté 20 000 €. Pour les structures avec employeur, c'est 2400 heures. Le bénévolat représente donc pour ces clubs-là plus de 40 000 €. Ensuite, les ressources du club proviennent de différents secteurs. Vous avez les cotisations. Sur un budget moyen d'un club de sport, quelle que soit la discipline, le budget moyen est de 36 000 €. Sur les 36 000 €, vous avez 12 000 € qui viennent des cotisations. À côté de ça, vous avez 14 000 € qui proviennent de l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est entre autres le travail des bénévoles. Ça veut dire l'organisation de stages, l'organisation des soirées choucroute, paella, loto, etc., la recherche de partenaires privés,
etc., etc. Ensuite, vous avez 6 480 € de subvention et 2 880 € de mécénat. J'attire votre attention sur le fait que l'année prochaine, les recettes de l'activité risquent entre autres de diminuer, soit parce qu'il sera difficile d'organiser des lotos, des soirées paella, etc., soit parce que toutes les associations vont avoir besoin de financement, donc il y aura une forte concurrence entre associations au sein d'une même commune, mais aussi la recherche de partenaires privés, la crise économique qui est engendrée par la crise sanitaire va forcément impacter le sponsoring que les clubs récupéraient avant. Et après se posera la question des subventions. Donc on s'aperçoit qu'au-delà des cotisations, les autres ressources que le club allait chercher à travers les subventions et les activités sont eux aussi en difficulté. Et finalement, si jamais il n'y a pas ces secteurs-là, celui qui va payer à la fin, ça va être le pratiquant. Alors, pourquoi un licencié demande le remboursement? Déjà parce que pour certains licenciés, c'est le remboursement d'une prestation qui n'est pas fournie. Effectivement, ils ont payé 100, 140, 150, 200 € pour ne pas pratiquer ou peu pratiquer la discipline. C'est vrai, c'est indiscutable. La situation sanitaire et les mesures gouvernementales ont empêché la pratique de la discipline. C'est un fait. Par contre, la licence ou l'adhésion n'est en aucun cas liée à une prestation. C'est avant tout un acte d'adhérer à une association, à son fonctionnement, et elle a bien continué à fonctionner bon et mal gré grâce aux dirigeants pendant toute la période. Certains clubs ont proposé des activités diverses, des concours, des séances d'entraînement en visio, de l'entretien physique, etc. D'autres ont eu des contacts avec les licenciés. Bref, autant d'actions novatrices dans une période si particulière. Mais au-delà du remboursement de la prestation non fournie, se pose un autre problème. Quelles peuvent être les conséquences du remboursement de la licence pour le licencié et pour le club? Si je prends un club qui décide de rembourser, il va inévitablement être en difficulté financière parce qu'il y a une partie de ses charges qui a continué. Il a eu certaines aides en face, pas de souci. La question va être de savoir quel montant il décide de proposer. Le problème financier va aussi bien être pour les clubs, les comités, les ligues et la fédération de facto. Et donc, à un moment ou à un autre, les licenciés. En effet, si jamais le club se met en difficulté financière, l'année prochaine, il est fort à parier que les coûts des stages vont augmenter, que les licences vont augmenter, qu'il y a des prestations qui étaient prises en charge par le club avant qui ne pourront plus l'être, etc., etc. Autant de retours qu'avait le licencié qu'il ne pourrait pas avoir. Il va en être de même à tous les échelons. Par exemple, si jamais dans votre département, vous aviez un groupe départemental de détection avec un entraînement hebdomadaire, si le comité n'a plus les moyens, cette action pourrait être annulée. Donc on voit bien, ou alors payer plus cher. Donc on voit bien que ça va avoir un fort impact au détriment des licenciés de toute façon à la fin, pour l'ensemble des acteurs. L'autre impact que ça peut avoir, c'est la démotivation des dirigeants. En effet, il va falloir relancer l'activité. La relance de l'activité ne peut se faire que par la motivation des dirigeants. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des dirigeants au sein des clubs pour relancer l'activité, ça va être très très difficile. Or, cette problématique de la licence est en train de générer une lassitude ou un mal-être de certains dirigeants au risque qu'ils ne se réengagent pas la saison prochaine. Pas de dirigeants l'année prochaine, pas de club. Pas de club, pas de ping. Enfin, un autre impact possible, c'est le peu ou pas de possibilité de financer d'autres actions plus structurantes pour le club. En effet, cet argent-là qui sera dispersé sur les licenciés, encore une fois pour une raison qui est tout à fait entendable, mais cet argent-là, si jamais chacun l'avait laissé au club, le club aurait pu faire des actions beaucoup plus structurantes qui auraient permis
à un moment ou à un autre aux licenciés de s'y retrouver. Donc, on voit bien que c'est une mesure qui est très, très compliquée à mettre en œuvre. Là où j'attire votre attention, c'est pour ceux qui demandent le remboursement de la licence, donc de la part fédérale, que ce soit la fédération, ligue ou comité. Ces trois acteurs-là, ces trois acteurs territoriaux, n'ont pas de contact direct avec les licenciés. C'est-à-dire que tout passe leur club. Donc, même si on prenait une mesure dans ce sens-là, la mesure irait au club, charge à lui de répercuter ou pas ce remboursement, cette baisse de tarif, cet avoir, peu importe, aux licenciés, puisque aucun de ces trois acteurs-là n'a de contact direct avec les licenciés. Après, je rappellerai juste que chaque club est maître sur ses licences. C'est-à-dire que vous avez des clubs qui incluent dans la licence la participation au crédit fédéral, vous en avez d'autres qui ont inclus le championnat par équipe, vous en avez qui facturent à part. Voilà, chaque club a une politique tarifaire spécifique à son territoire, spécifique à son fonctionnement, spécifique à ses services. Après, quelques pistes quand même. Si jamais les clubs souhaitent rentrer dans cette démarche-là, c'est-à-dire avoir un geste vis-à-vis des licenciés, ça peut être de différentes manières. Soit ça peut être un avoir sur la saison prochaine. Comme ça, cette mesure fidélisera les licenciés qui se réinscriront l'année prochaine. Ça peut être un bon d'achat chez le partenaire du club. Moins de coûts pour le club, un chiffre d'affaires supplémentaire pour le partenaire, tout le monde peut s'y retrouver. Ça peut être un bon d'achat sur les prestations du club. Par exemple, vous avez des clubs qui vont faire un bon d'achat de 50 € qui vont permettre de payer la participation au stage du club, etc. Le tarif de fidélisation, dont on a parlé tout à l'heure, et également, pour certaines régions, ou en fonction de certaines positions de l'administration fiscale, la mise en place du mécénat sur la part licence-cotisation de cette année. Mais là, c'est un vaste sujet. En synthèse, on voit bien que finalement, rembourser la licence, comme on peut le voir un petit peu partout, c'est un coût global important pour un résultat qui est incertain. C'est un esprit contre-productif parce qu'on va dans une logique commerciale qui va à l'encontre de notre système solidaire. Une mise en œuvre qui est difficile parce que les instances territoriales, comités départementaux, ligues et fédérations n'ont pas de contact avec le licencié. C'est un gain pour les clubs et pour le licencié qui reste modéré. Et je rappellerai juste que la mission de la fédération, c'est d'assurer l'avenir des clubs et l'avenir du tennis de table. Et là, on est dans des mesures qui risquent de le mettre en danger avec un impact à court terme. Par contre, il est vrai que c'est une mesure qui est populaire, avec un impact immédiat, une mesure qui est lisible, mais pas forcément la plus pertinente. Si vous avez des questions. Merci Adrien pour cette présentation. Donc au niveau, donc il y a quelques questions. Donc une des premières questions, c'est est-ce qu'on pourra disposer de la présentation? Pour moi, aucun souci. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno, mais... Pas de problème. Une autre petite question, pourquoi ne pas faire une ristourne à ceux qui reprennent une licence? En fait, ristourne, remboursement, etc., ça aura le même impact. C'est-à-dire que ça va forcément avoir un impact sur les finances 2021-2022, et que ce soit les clubs, les comités, les ligues ou la fédération, ont besoin de ces moyens-là pour faire fonctionner la saison prochaine qui va s'annoncer particulière, déjà parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le nombre de licenciés, que ce soit sur le nombre de licenciés qui va quitter la discipline pour des raisons très diverses et variées, mais également des incertitudes sur le nombre de licenciés qu'on peut gagner, qu'on peut attirer, puisqu'on sera une discipline où il n'y aura pas de contact physique, on n'est pas une discipline de contact, on n'est pas une discipline où le risque sanitaire, où le risque sanitaire peut être maîtrisé, contrôlé. Donc, il y a ces incertitudes là-dessus, que les clubs particulièrement risquent d'être touchés la saison prochaine par une baisse des partenariats et par pour les comités, les ligues, la fédération et les clubs, il y a des interrogations sur les subventions, même si pour le moment,
les collectivités ont plutôt joué le jeu et ont plutôt maintenu les subventions. Mais de toute façon, après, on l'appelle comme on veut, ça se traduira de facto à une baisse des ressources pour la saison 2021-2022. Merci Adrien. Une petite question. La fédération pourrait faire un tarif différencié entre anciens licenciés et nouveaux licenciés? Alors, la fédération, elle, comme je l'ai dit, elle facture au club. Donc après, ça va être au club de gérer. Voilà. Si jamais on rentre là-dedans, on va rentrer toujours dans la même problématique de combien est le montant de l'aide. Pour 5 euros d'aide, c'est plus de 600 000 euros pour la fédération, juste pour la fédération. Hein. Donc, il faut rajouter la même chose pour les ligues et les comités. Et finalement, c'est 5 euros sur une adhésion à 150 euros. Est-ce que c'est ça qui va faire que le licencié va rester ou va partir? Je ne sais pas. On peut ajouter peut-être que la mission principale de la fédération, comme des ligues et des comités, c'est de promouvoir l'intérêt général du tennis de table. Donc, quand on parle de l'intérêt général du tennis de table, Adrien l'a montré, hein, il faut anticiper l'avenir. On est dans une phase très incertaine qui nous dit que nous ne subirons pas à nouveau les affres d'une quatrième vague la saison prochaine. Ce n'est pas à souhaiter, évidemment, mais en tout cas, nous, en tant que dirigeants, en tant qu'élus, on se doit d'avoir cette vision à plus long terme et de tout faire pour maintenir aussi le système au bénéfice des clubs. C'est-à-dire qu'on pourrait, si on avait beaucoup plus de moyens, répondre à ces attentes concernant les licenciés, satisfaire, je dirais, des intérêts particuliers, mais dans l'ordre de nos priorités, c'est d'abord l'intérêt général qui doit primer. Merci pour ce complément. Une autre petite question. Les clubs, comités, ligues et fédérations ont-ils mis les salariés en chômage et du coup les dépenses ont baissé? Alors, l'activité partielle a surtout touché, mais ça c'est valable dans toutes les disciplines sportives, ont surtout touché les clubs, puisque l'activité s'est arrêtée en tant que telle dans beaucoup de clubs. Donc effectivement, pour les clubs employeurs, fermeture des salles, etc., ça a été l'activité partielle s'est imposée pratiquement de fait. Pour les comités également, bien après, ça dépend des prestations proposées. Pour les ligues et la fédération, c'est un petit peu compliqué, enfin un petit peu différent et plus compliqué, dans le sens où il y a un bon nombre d'activités qui sont restées. Par exemple, pour une ligue qui a un pôle espoir, pôle France, lui, il a continué à travailler le pôle espoir, pôle France, puisqu'on était sur des publics prioritaires. Donc, ces salariés-là n'ont pas été mis en chômage partiel. À la fédération, il y a une partie des collaborateurs qui ont été mis en chômage partiel, mais même pendant cette période-là, les jeunes espoirs et les meilleurs joueurs français se sont entraînés, que ce soit à l'INSEP ou dans les pôles France. L'équipe de France, elle a continué à travailler, etc., etc. Donc, il n'y a qu'une partie de l'activité qui a été arrêtée. Et pour cette partie-là, les salariés ont été mis en chômage partiel, oui. Après, ça ne jouera pas sur des milliers des cents. On a organisé un certain nombre de webinaires pour expliquer aux clubs, aux comités, aux ligues comment bénéficier des dispositifs d'urgence mis en place par l'État, mais on en parlera juste après. Il est bien évident que nous nous sommes appliqués ces mesures-là. Et puis, ce qu'on peut ajouter, Adrien, c'est que les économies, alors déjà l'excédent sur le budget 2020 qui était impacté par la crise, cet excédent, on l'a redirigé vers la gestion de la crise, vers les mesures d'urgence et de relance. Et s'il y a des économies aussi, des dépenses non faites en 2021, ce sera la même chose. Donc, c'est effectivement la question que je viens de faire remonter. Les frais de déplacement pour la fédération, que deviennent ces économies? Alors, la fédération, sur l'exercice 2020, a économisé 900 000 euros de frais de déplacement. Mais à côté de ça, elle a déjà perdu 400 000 euros sur les licences. On a également perdu sur les compétitions, etc. Donc, en fait, pour 2020, la fédération, c'est un excédent de 343 000 euros sur un budget, je rappelle, de 6 millions d'euros à peu près. Ces 343 000 euros-là, sur proposition du comité directeur, l'Assemblée générale a décidé de l'affecter intégralement au financement du plan de relance. C'est-à-dire que dans le plan de relance d'1 million d'euros qui est en train d'être travaillé,
on a déjà 350 000 € qui sont financés par le bénéfice de l'année 2020, qui sera intégralement consacré à celui-ci. Donc là, ce n'est pas une question, mais voilà, pour expliquer à nos adhérents, c'est une remarque, donc l'importance de transmettre les éléments présentés ce soir. On va prendre encore 2 questions avant de passer à la suite. Donc, parmi les actions, avez-vous envisagé de faire une campagne de publicité nationale sur les grands médias, TV, presse? Je te laisse répondre, Bruno. Alors, on n'a pas envisagé cette grande campagne nationale parce que ce type de campagne publicitaire, ça coûte très cher. Et par ailleurs, le mouvement sportif va s'en charger avec l'appui de l'État. Donc, je crois que c'est prévu courant juin. Donc, une grande campagne publicitaire qui incitera les Français à reprendre une activité sportive dans les clubs. C'est vraiment pour la promotion de l'activité fédérée sportive. Par contre, on a travaillé sur des outils de communication qui seront offerts au club. Ça fait partie des mesures du plan de relance. Donc, des kits de communication qui seront offerts, personnalisables et gratuits. Et puis, des supports audio et vidéo qui seront diffusés aux clubs, comités et ligues qui le demanderont et qui pourront servir d'appui aussi, là, cette fois-ci, peut-être du côté des médias locaux, parce que ça a un impact aussi parfois plus important qu'une grande campagne nationale, d'avoir aussi des relais au niveau local. Merci Bruno. Une question, si une subvention de l'État parvient à la Fédé, sera-t-elle redistribuée au club? Alors, on n'est pas du tout parti sur cette politique-là pour le moment. On n'en sait rien. Je n'ai pas encore la réponse parce que pour le moment, on ne reçoit pas d'aide de l'État encore. Après, ça va être comment? On va pas être sur des très grosses sommes. Faut pas se leurrer. Hein. Là, il y a un fonds de compensation sur la perte de licence qui a été mis en place. Les fédérations ont perdu plus de 32 millions d'euros sur les licences et le fonds de compensation compensera à hauteur de 10 000 euros. Donc, si vous faites le calcul, au mieux, la fédération pourrait toucher 100 000 euros. 100 000 euros, si je divise par les 3 000 clubs, vous voyez que ça fait pas grand-chose par club. Mais après, voilà, on est en train, en fait, toute la difficulté, c'est de trouver la mesure qui a le meilleur rapport entre le coût et l'impact attendu. Voilà, c'est un exercice qui est très, très compliqué. Mais voilà, à tous les niveaux, hein, que ce soit pour les clubs, pour les comités, pour les ligues, pour la fédération, enfin voilà, tout est, et même pour le licencié, parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure, voilà, on en a beaucoup parlé au moment de la crise. Si jamais tous ceux qui avaient versé des avances pour les compagnies aériennes avaient demandé le remboursement, les compagnies aériennes auraient fait faillite. Là, c'est le même problème. C'est le même problème pour tout le monde. Jusqu'où je peux aider sans pour autant mettre en danger la structure. Parce que si je mets en danger la structure, derrière, il y a plus d'activité, quoi. Donc voilà, donc c'est comment? Aujourd'hui, on n'en sait rien et on est en train de voir ce meilleur rapport-là, quoi. Alors, pour faire le lien avec la seconde partie, une petite question. Autre chose, pensez-vous qu'il serait envisageable que des tournois homologués puissent avoir lieu durant l'été? Et finalement, quelles sont les actions pour cet été? Alors, pour cet été, on travaille à une opération de relance pour l'été. On organisera certainement un webinaire pour en présenter l'ensemble des mesures. Ce que je peux dire, là où on en est de nos travaux, c'est que d'abord, si c'est possible, l'opération estivale pourra commencer avant l'été, parce que la date officielle de l'été, je crois que c'est le 21 juin, si je ne m'abuse. Donc, on peut déjà espérer que l'activité puisse peut-être reprendre avant. Et puis, l'opération estivale, par contre, elle durera aussi tout le mois de septembre. Ça, c'est la première chose. À l'intérieur de cette opération d'été, on poursuivra plusieurs objectifs. Celui de faire jouer, bien sûr, celui de promouvoir le tennis de table et celui de recruter pour les clubs. Et on aura besoin de tout le monde. Et donc, pour ça, on mettra l'accent sur des dotations aux clubs, donc des dotations matérielles ou économiques qui leur permettront de bien travailler et de se lancer dans cette relance avec nous.
des récompenses aussi, à la fois pour les clubs qui se seront inscrits et pour les nouveaux licenciés. Donc, on veut que cette opération soit ambitieuse pour que on parle du tennis de table le plus possible pendant la période, sur les réseaux sociaux notamment, et donner de la visibilité à une action fédérale qui pourra aussi être utile aux clubs au moment où ils demanderont peut-être l'accès à la salle à leur municipalité. Parce qu'on sait aussi que tout se jouera aussi à ce niveau-là. C'est est-ce que les clubs pourront disposer de leurs installations à titre exceptionnel peut-être pendant l'été. Mais en tout cas, voilà, il y aura à travers cette opération, il y aura un vrai soutien aux initiatives des clubs pour que finalement, on n'attende pas le mois de septembre pour relancer l'activité et qu'on parle au maximum du ping dès que possible. Pour faire donc la transition avec… Pardon, Sébastien, je crois que je n'ai pas répondu à la question de départ, c'est est-ce qu'il y aura des tournois homologués? Oui, tout à fait. Alors, du coup, je suis parti dans mon exposé et oui, je pense qu'à travers l'opération ETPing, on autorisera des tournois promotionnels pour vraiment favoriser la promotion et le recrutement. Donc, pour faire le lien avec la deuxième partie, après cette présentation, concrètement, faut-il comprendre que la FFTT ne fera pas de geste en direction des clubs sous forme d'avoir ou de remboursement? Alors en fait, il y aura une multitude d'actions possibles vis-à-vis des clubs, sans pour autant faire ce système-là. Je rappelle que notre objectif, c'est d'aider les clubs. Malheureusement, on ne touche pas les licenciés. Et quand on regarde, tout à l'heure, j'ai dit qu'on était sur un plan d'environ 1 million d'euros. Si jamais la solution la plus simple, ce serait de dire, bah voilà, on prend 1 million d'euros, on prend 120 000 licenciés, on verse 8 euros à chacun. Est-ce que c'est structurant pour l'avenir de notre discipline? On en est loin d'être convaincu. Donc, on aidera les clubs, les comités et les ligues par des actions diverses et variées. On va en parler juste après. Adrien, je te laisse aborder la deuxième partie. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais si on veut tenir le temps. Alors, les questions, de toute façon, on va les capter. Et, si jamais vous avez encore des questions, il y a toujours l'adresse covid19@fftt.email sur lequel vous pourrez toujours vous poser vos questions et on y répondra avec plaisir. Donc, j'attaque la deuxième partie? Eh bien, allez. Alors, ce que la fédération a déjà fait. En fait, on va le voir juste après, il existe un certain nombre de dispositifs de l'État pour aider les associations. Donc, plutôt que de chercher à obtenir le remboursement, etc., et donc à appauvrir la discipline, on a déjà accompagné des dirigeants à aller chercher de l'argent pour enrichir la discipline. Donc, on a organisé 7 webinaires sur la solidarité financière, où on a parlé des fonds de solidarité mis en place par l'État, on a parlé de l'activité partielle, on a accompagné des dirigeants sur le mécénat et compagnie, pour en fait aider les clubs à trouver de nouvelles sources de financement. Donc, il y a eu plus de 70 participants à ces webinaires. La deuxième mesure qui a été prise, c'est le remboursement de 11/14 de l'engagement pour les équipes engagées en national. Pourquoi pour les équipes engagées en national? Parce que la fédération ne perçoit que la quote-part liée aux engagements des équipes en national. Après, ce sont les ligues et les départements qui gèrent les équipes engagées en régional ou départemental. Mais on l'a vu dans le sondage tout à l'heure, c'est une mesure qui est plutôt suivie. Donc là, remboursement de 11/14. Juste pour vous faire une idée, c'est 100 000 euros en moins pour la fédération. Ensuite, sur le critérium fédéral, c'est la même chose. Quand vous vous inscrivez au critérium fédéral, le club, le licencié, si jamais le club répercute ça directement au licencié, paye un droit d'engagement à la fédération et on a décidé de rembourser les 3/4 de ce droit d'engagement. Donc là, c'est 131 000 euros. Je dirais que les deux premières mesures-là, on était plutôt sur de la prestation de service. Il y a des compétitions qui n'ont pas eu lieu. Mesure plus structurante, ça a été le fonds de solidarité. C'est-à-dire qu'on a affecté 100 000 euros à un fonds de soutien. Donc, les structures qui sont le plus en difficulté pourront demander jusqu'à 10 000 euros pour les aider à traverser cette crise. Donc, deux conditions. Avoir des fonds propres
qui représentent moins de 10% des charges ou moins d'un tiers de la masse salariale. Il y a une note qui va partir, une communication qui sera faite dans les tout prochains jours pour activer ce dispositif. Autre action structurante, et là, ça fera l'objet d'un webinaire, entre autres, où ce sujet-là sera abordé, c'est la prise en charge par la fédération d'un kit de communication pour 65 000 € à destination des clubs et l'organisation du Grenelle de tennis de table samedi dernier qui a permis d'échanger avec l'ensemble des territoires. L'objectif étant quoi? Étant que nous trouvions ensemble les meilleures mesures qui soient complémentaires. C'est-à-dire que les fédérations vont peut-être avoir des mesures d'accompagnement des ligues et des comités et des clubs dans certains cas. Les ligues ou un comité vont avoir d'autres mesures qui vont pouvoir aider les clubs et les licenciés. À chaque niveau, les mesures peuvent être différentes ou s'additionner. Le tout est qu'elles soient, dans les deux cas, complémentaires. L'ensemble des mesures prises pour l'année 2020, toutes saisons confondues, ça a été le remboursement des engagements pour la saison 2019-2020, puisque la crise sanitaire a commencé en mars 2020 pour 103 000 €. Le remboursement du Crédit fédéral et du championnat par équipe pour 132 000 et 101 000 € pour la saison 2020-2021. Des aides au club pour 241 000 €. Chaque club affilié au 31 décembre a bénéficié d'une réduction sous différentes formes, parce que là, nos interlocuteurs sont les ligues. Donc, ça s'est fait sous différentes formes, mais ont bénéficié d'une réduction d'un remboursement de 75 €. Et après, on a 65 000 € sur le kit de communication. Donc, vous voyez qu'on est déjà à 200, 300, 400, 500, pratiquement 600 000 € d'aide. Merci, Adrien. Il y a des questions? Oui, il y a des questions. Donc, une des premières questions, j'ai du mal à comprendre. La fédération n'a pas d'argent pour faire quelque chose sur les licenciés, mais il a un budget de plus d'1 million sur le plan de relance. Pourquoi ce remboursement ne pourrait pas en faire partie? En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un million d'euros, avec 1 million d'euros, on peut mettre en place certaines aides parce qu'on va mutualiser. Si jamais on rembourse les licenciés avec 1 million d'euros, ça veut dire qu'on va verser à chacun des licenciés 8 €. Dans quelle mesure verser 8 € à un licencié va aider le tennis de table à traverser la crise? En fait, même si on répond à une mesure qui est, encore une fois, tout à fait légitime, etc., nous ne sommes pas convaincus que ce sont ces 8 € qui vont permettre à des clubs de passer la crise. Donc, on préfère mutualiser cet argent dans le cadre d'actions plutôt que de verser à chacun une somme qui, au regard du montant de l'adhésion, reste peu significative. Merci, Adrien. Une autre question, donc pas d'effort en vue a priori sur la licence 2021-2022. Quid cependant des autres sujets chauds, mutation, engagement d'équipe et critérium fédéral? Donc, en ce qui concerne le championnat par équipe et le critérium fédéral, les mesures qui ont été prises là répondent à la saison 2020-2021, puisqu'en fait, n'ont été facturés entre guillemets que 11/14 du championnat par équipe et 3/4 du critérium fédéral. Pour la saison 2021-2022, à ce jour, et vous comprendrez bien qu'on n'a pas du tout la réponse, ça va dépendre principalement des conditions de reprise au mois de septembre. Merci. Pour les mutations, c'est pareil, il n'y a pas de mesures particulières pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'y réfléchit pas, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des choix, ça veut dire qu'il y a des priorités. Et au regard du volume, au regard des fonds, au regard de l'impact, voilà, on est toujours dans des questions de choix. Les choix qu'on est en train de faire là, c'est un petit peu comme le sélectionneur en équipe de France. On ne fera jamais l'unanimité. Vous avez 65 millions de sélectionneurs en France. Si jamais chacun devait réfléchir sur le plan de relance ou la gestion de crise, on aurait 120 000 propositions complètement différentes. Maintenant, on a des choix à faire et les choix, on les fait dans l'intérêt général. Donc, par rapport à l'intérêt général, une question, peut-il y avoir une action au niveau du ministère pour que les cotisations soient, sous la loi 1901, un don? Alors, cette démarche-là a été entreprise par un sénateur au mois de février. La ministre des Sports s'est engagée à traiter le sujet. Et le président de la fédération, donc Gilles Herbe, a appuyé cette demande par un courrier à la ministre des Sports
et également au ministre de l'économie et des finances, donc Bruno Le Maire, pour justement accentuer appuyer cette demande-là. Je sais que dans certains territoires, c'est déjà admis par l'administration fiscale. Donc ça, on pourra en discuter éventuellement. Il y a eu quelques articles de presse qui en ont parlé également. Voilà, on n'a pas de position, on n'a pas une position nationale encore. La demande a été faite par le sénateur, la demande a été appuyée par la Fédération française de tennis de table, donc par votre fédération. Après, on est comme vous, on attend la réponse. Par contre, on ne manquera pas de communiquer dessus. Et si jamais on a des demandes là-dessus, on pourra faire des webinaires spécialement là-dessus. Dans les dernières informations qu'on a pu avoir, Adrien, ça semble assez peu probable que ce soit généralisé. Hein. J'ai l'impression que ce sera difficile d'obtenir cette mesure étendue partout en France. Après, il y a une alternative, c'est que vous remboursez l'adhérent, le licencié, vous le remboursez par exemple de 50 € et il vous refait un chèque de 50 €. Par contre, il n'est pas obligé de vous refaire un chèque de 50 €. Donc, il peut aussi décider de garder les 50 €. Après, c'est une politique de mécénat à voir au sein de chaque structure. L'avantage, c'est que tous les clubs sont œuvres ou organismes d'intérêt général, donc éligibles à ce dispositif-là. Ce qui va différencier, c'est la condition de mise en œuvre. Merci Adrien. Une autre question, un petit peu plus sur la communication. Quelle est la communication entre la fédération, ligue et comité sur ces mesures? Voilà, il y a des clubs qui travaillent déjà sur un plan de communication. Donc, comment faire pour mutualiser? Je te laisse répondre, Bruno? Oui, je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. Je pense qu'en termes de mutualisation, comme je le disais tout à l'heure, et le webinaire de mercredi prochain y répondra, la fédération va proposer à partir du 26 avril, je crois qu'on pourra commander, je crois que c'est ça la date d'ouverture de la plateforme pour commander les kits de communication. Donc, ces kits de communication, vous aurez un kit offert par club. Là, on a vraiment mutualisé, c'est-à-dire que, comme vous, pour avoir présidé un club, obtenir ce genre d'outils, donc c'est-à-dire des flyers, des affiches avec une qualité graphique et quelque chose de professionnel, ça revient très cher à l'échelle d'un club. Et là, en fait, vous aurez des outils professionnels gratuitement de la part de la fédération. Donc, évidemment, on est bien dans une optique de mutualisation. Vous pourrez commander votre kit gratuit sur une plateforme numérique donc, d'ici la semaine prochaine, en fait. Hein, ça arrive très vite maintenant. Et donc, mercredi prochain, Emmanuel Marzin, le vice-président qui a porté ce projet, vous présentera tout ça dans un webinaire. Et donc, cette proposition, on l'a discutée avec les ligues et les comités. On en a parlé au moment du Grenelle. Les territoires nous avaient fait remonter aussi des attentes en termes de support audiovisuel. Et donc, on s'attache à coordonner nos actions. Et on le fait aussi par rapport à la grande campagne nationale qui sera faite au niveau de l'État et du mouvement sportif. Donc, on essaye, avec nos moyens à notre échelle, de jouer notre rôle en la matière. Une dernière question avant d'aborder le troisième point. S'il y a des nouvelles personnes qui veulent jouer au ping et s'inscrire mi-mai, 6 reprises ou en juin, la question c'est est-ce que s'ils prennent une licence 2020-2021 ou 2021-2022? Alors, sur la licence, on est sur la saison 2020-2021, ça c'est sûr. Après, il faut qu'on voit au niveau des tarifs. C'est vrai qu'on ne s'est pas encore posé la question là-dessus, donc on va étudier ce qu'on peut faire. Merci Adrien. Je te laisse présenter assez rapidement les aides d'État. Ouais. Alors en fait, juste pour... vous voyez toujours mon écran, c'est bon? C'est bon Adrien. D'accord. Donc, juste pour vous dire, en fait, que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs pour aider les structures. Donc, juste, je vous en montrer 2-3 et on va en parler. La première, c'est un fonds de solidarité
donc où les associations peuvent voir compenser une partie de leur chiffre d'affaires en moins. On a eu pas mal de webinaires là-dessus. Ça marche pour un certain nombre de comités, de ligues ou de clubs. La deuxième, c'est l'activité partielle. La troisième, je vous rappelle que l'URSSAF a mis en place un certain nombre d'exonérations pour les clubs employeurs pour les salariés qui travaillent et qui ne sont pas en activité partielle. Donc, que ce soit par l'exonération de charges ou par une aide au paiement. Ensuite, va arriver dans les semaines qui viennent le passe sport. Le passe sport, c'est une sorte de chèque de 50 € pour les familles les plus en difficulté qui va permettre de payer une partie de l'adhésion à un club. Donc, actuellement, on est sur un public de moins de 16 ans. Tout n'est pas encore ficelé. On parle aussi des étudiants boursiers. Voilà. Enfin, c'est un projet qui avance plutôt bien et qui serait mis en place par l'État dans les prochaines semaines. Il y a l'ANS et il y a le mécénat sur lequel on peut essayer. Sous la responsabilité des clubs, on est entièrement d'accord, puisqu'en fait, chaque administration fiscale peut avoir une position différente. Après, on peut échanger sur les différents dispositifs. Et j'ai vu que Patrick Deschamps avait fait une remarque là-dessus. Et s'il pouvait écrire à Covid-19 que je récupère son mail, j'aimerais bien échanger avec lui. Voilà. Donc autant de dispositifs différents qui vont permettre qui vont permettre aux clubs de trouver des ressources financières pour passer la crise. Après, comme pour nous, comme pour les ligues, comme pour les comités, ce sera à chaque échelon de voir comment utiliser cet argent au mieux dans l'intérêt de la discipline. Voilà. Toutes ces mesures-là, vous les retrouvez sur l'état fait par le ministère des Sports, entre autres. Et vous voyez qu'il y en a un certain nombre avec les mesures d'urgence et également les mesures liées au plan de relance avec la transition numérique, etc. Donc, on va retrouver la transformation numérique ici. On va retrouver le fonds de solidarité dont je vous ai parlé ici. On va retrouver l'activité partielle ici. Le fonds d'urgence pour les fédérations sportives ici, dont on essaie de bénéficier, mais vous voyez que il y a 10 millions d'euros de prévus en 2021. Là, les pertes pour les fédérations sportives, c'est plus de 32 millions. Et les exonérations de charges dont on parlait à ce niveau-là. Voilà. Après, c'est à chaque structure, chaque club, chaque comité de trouver les dispositifs les plus adéquats en fonction de ses spécificités et de son organisation. Merci Adrien. Donc une petite question. Je retrouve la question. Les comités ont-ils accès au fonds de solidarité de l'État? Oui, les comités départementaux ont tout à fait accès au fonds de solidarité de l'État. En fait, ont accès au fonds de solidarité les structures qui ont au moins un salarié, a priori. D'accord. Et est-ce que tu peux répondre à la question, le fameux passeport, où cela en est-il? Alors, il y a eu une réunion avec la ministre des Sports et au CNOSF et l'ensemble des fédérations sportives il y a 15 jours maintenant, où ça a été présenté aux fédérations sportives. Ce n'était pas encore tout à fait bouclé, puisqu'en fait, ça a beaucoup échangé sur le seuil, pour que les familles en bénéficient, puisqu'en fait, il y a 100 millions d'euros sur cette action-là. Et dans ce qui nous a été présenté, le seuil de déclenchement pour les familles, c'était le quotient familial inférieur à 600 €, je crois. Ou à 6 000 €, je ne sais plus. Enfin bon, un montant très très faible. Et il a été demandé à ce que ce soit étendu par rapport aux familles bénéficiant de l'allocation de rentrée. Donc, il a fallu que le ministère revoie sa copie. Il a également été demandé à ce que ce soit étendu aux étudiants boursiers. Donc voilà, donc c'est en cours de finalisation. On devrait avoir des informations très rapidement. L'objectif étant que ce soit lancé mi-juin, je crois, de mémoire, parce qu'il y a certaines disciplines qui ont beaucoup d'activités l'été. Ce n'était pas il y a 15 jours, Adrien, c'était la semaine dernière, cette réunion. Oh bah, tu vois, le temps passe tellement vite. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des aides concernant la perte de billetterie pour les clubs de pro? Faut regarder. Je sais, j'ai pas la réponse, mais on pourra regarder, oui. Donc, je vais te poser encore Ça aussi, toi, tu l'as. C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas. Ouais. Je sais qu'il y avait une possibilité jusqu'à décembre 2020, mais depuis, je n'ai pas regardé.
On revient sur des sujets un petit peu avant. Donc, est-il prévu une communication dans les écoles primaires pour attirer de nouveaux adhérents? Bruno? Alors pour le moment, on est en construction de l'opération e-taping. Et donc, je pense qu'habituellement, on a au niveau fédéral des actions orientées vers les scolaires. Donc, je pense que ce sera le cas, oui. Donc, quelque chose qui revient assez souvent, la part cotisation au club pour la licence est-elle déductible des impôts? Alors, pour qu'une cotisation soit déductible des impôts, il faut l'absence de contrepartie. Et là, on voit qu'en fonction de la politique tarifaire du club, savoir s'il fait payer les entraînements à part, pas à part, etc., c'est vraiment au cas par cas. Donc, ce qu'on fera peut-être, si jamais c'est un sujet qui revient régulièrement, c'est qu'on fera un petit webinaire sur ce sujet-là. Il y a des méthodologies pour y arriver. Par contre, et ça va permettre de faire le lien avec une autre question, il faut savoir qu'il y a le Code général des impôts. Donc ça, c'est national. Et après, c'est chaque administration fiscale qui gère son territoire. Donc les interprétations peuvent être différentes d'un centre des impôts à l'autre. C'est pour ça qu'on fera peut-être un webinaire parce qu'il faut voir au cas par cas et il y a une méthodologie pour étudier ça. Mais ça pourrait, oui. Et je te propose une dernière question. Est-ce que toutes les mesures de reprise auront-elles une incidence sur le calendrier de reprise? Est-ce que tu as une idée sur ce sujet? Alors, le calendrier de la fédération a été édité il y a quelques jours. Donc là, les ligues et les comités sont en train de travailler sur le leur. Après, comme n'importe quel secteur d'activité, il va évoluer ou pas en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Merci Adrien. Donc on arrive à la fin de ce webinaire sur le plan de relance. Donc merci aux deux intervenants. Simplement pour vous annoncer le prochain webinaire qui a lieu le 28 avril sur le même temps, voilà, sur un temps d'une heure et quart, qui est aussi sur le plan de relance, sur les outils pour la communication. Et donc vous aurez toute la procédure pour commander le kit de communication pour relancer l'activité. Merci à tout le monde. Je complète, Sébastien, pour dire que dans ce webinaire, on abordera aussi certainement les idées concernant les nouveaux services numériques, parce que ce qu'on peut dire là au passage, c'est que l'État a incité les fédérations à se moderniser sur ce plan-là. Et donc, il y a un fonds d'aide à la transition numérique des fédérations auquel on va candidater à la fin du mois. Et donc, on vous dira aussi quelques mots sur ce qu'on souhaite faire en la matière. Voilà, ça touche aussi au thème de la communication. Et bien sûr, si vous avez des questions, il y a un mail dédié au niveau de la fédération, covid19@fftt.email, si vous avez des questions sur ce qui a été abordé. Concernant la deuxième présentation, elle sera aussi fournie, Adrien? Oui. D'accord, très bien. Eh ben, on vous souhaite une bonne soirée et bien sûr, les questions qu'on n'a pas pu traiter vous seront traitées personnellement. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous et bonne continuation.